Bonjour à tous, bonjour Damien. On va se donner encore 2 minutes et puis après, je vais mettre mes petites diapos comme d'habitude. Bonjour à tous. Hop. Donc ça va se connecter au fur et à mesure, tranquillement. Alors, on en profite pour faire notre petite pub prêt. Ça marche pas ton truc? Pourquoi j'arrive pas à passer? Non, attends, laisse-moi y aller là. Peut-être qu'il faut arrêter, on va arrêter le partage et repartager. C'est bon. Bon, mon petit laïus habituel, hein, je vous rappelle, bon, c'est donc la présentation, le topo du dernier mardi du mois de la FHU Respire, hein, donc qui a été FHU retenu dans l'appel d'offres porté par le G4. Je ne vous rappelle pas les objectifs que vous connaissez bien de notre FHU, nos partenaires qui sont nombreux. Et donc, nos objectifs de ces derniers mardis du mois, c'est d'essayer de vraiment mettre en avant les compétences et les travaux de recherche des membres de la FHU. Et donc, c'est des présentations, des débats autour d'un sujet. Aujourd'hui, on va dire la pollution, un projet, une avancée, un outil, des technologies. On les oriente soit grand public, soit professionnels de santé. Et notre objectif, c'est que vous soyez tous libérés à 14 heures, puisqu'on sait que le temps est compté pour chacun d'entre nous. Donc, on part en général sur 30 à 45 minutes avec un temps d'échange. Et ensuite, bien entendu, s'il y a un accord, et donc là, s'il y a l'accord de Damien, on pourra le mettre sur notre chaîne YouTube. Juste qu'on précise qui aura le droit de consulter l'enregistrement d'aujourd'hui. Alors, pour les prochaines, donc, Si tu veux. C'est un machin pollution atmosphérique et appareil respiratoire. la prochaine conférence, alors, elle sera faite le 25 octobre 2022 par le docteur Youssef Bénis sur la pharmacocinétique pulmonaire des anti-infectieux. Et la suivante, qui sera la dernière de l'année 2022, puisqu'on n'en fait pas la dernière semaine de décembre, ce sera donc le capital respiratoire adulte dans les bronchiolites, faite par le professeur Christophe Marguet. N'hésitez pas, si vous avez des idées de conférences pour l'année 2023, le planning est ouvert. Donc, dans ce cas-là, un petit mail à la FHU Respire ou à Sandrine. Et donc, Non, ça ne va pas, hein, ça ne marche pas. alors je ne sais pas qui parle. Non. On t'entend toujours mon truc? Oui. Alors, on vous entend très bien, nous. Donc là, je vais laisser donc la parole au professeur Cuny pour nous parler de pollution atmosphérique et d'appareils respiratoires. Donc, une conférence qui est une conférence grand public, ouverte à tous et qui, je pense, va être passionnante. En tout cas, moi qui m'intéresse personnellement. Et donc, Damien, je te laisse la parole. Merci Claire, je vais partager mon écran. Alors, je vais tout faire pour bien respecter le temps parce qu'effectivement, c'est un vaste sujet. Donc, merci beaucoup pour cette introduction, puis finalement permettre de présenter un sujet qui est en amont de beaucoup de choses, qui est la pollution atmosphérique. Alors, j'ai restreint un petit peu le propos parce que je vais surtout essentiellement vous parler de pollution atmosphérique extérieure. Mais la proposition est ouverte. Si un jour vous voulez qu'on parle de pollution atmosphérique intérieure, ça sera avec grand plaisir. Mais voilà, si on veut aborder les sujets, je pense que là, il y a un moment, on ne pouvait pas tout faire en même temps. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est pour les spécialistes que vous êtes, pour beaucoup, de l'appareil respiratoire et des maladies pulmonaires et respiratoires de manière générale, c'était finalement de vous présenter, et surtout, et c'est pour ça que j'ai rajouté cette fin de titre, quel air respirons-nous? C'est plutôt de vous donner une idée, une image de l'air que nous respirons et finalement ce qui va toucher la cible de beaucoup de vos préoccupations, c'est-à-dire à la fois les bronches et le poumon. Et finalement, poser un certain nombre de limites à tout ça, puisque même si c'est très médiatisé, et on ne va pas le regretter pour assez souvent, finalement, le compartiment atmosphérique reste en partie encore une grande inconnue malgré tout. Ce qui va rajouter
effectivement un certain nombre de questions sur la problématique, notamment qui nous anime dans le cadre du FHU. Alors, je vais vous prendre un certain nombre de points. Comme j'ai dit OK pour que ce soit sur YouTube, alors j'ai vu donc ce sera accessible à tous ceux qui seront dans le FHU. J'ai remis quelques grandes lignes pour que tout le monde puisse s'y repérer sur cette présentation. Je vais vous présenter la pollution, les principales sources et les principaux polluants. Et puis finalement aussi un état des lieux dans notre région, puisque il y a un certain nombre de problématiques qui sont assez récentes et qui sont arrivées notamment dans les domaines européens. Et puis évidemment, on parlera du tissu respiratoire et de notre santé, mais j'en parlerai au fur et à mesure de cette présentation de toutes les manières. Alors, la pollution de l'air, finalement, c'est quelque chose qui est assez bien défini depuis maintenant assez longtemps. On l'a inscrit dans la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie de 1996. Alors maintenant, c'est dans le Code de l'environnement. Et alors, sans rentrer dans un certain nombre de détails, parce qu'il pourrait y avoir finalement des questions par rapport à ce que je vais vous présenter par la suite, mais la définition affirme un certain nombre de choses sur la pollution de l'air, notamment sa nature humaine. Elle intègre bien l'air extérieur et l'air intérieur. Donc, avec la limite pour aujourd'hui, on verra exclusivement l'air extérieur. On ne se pose pas évidemment la question de savoir si la pollution de l'air a des effets sur la santé, puisque on dirait presque par définition, alors évidemment c'est une tautologie, mais au-delà de ça, effectivement, c'était ce qui avait motivé beaucoup cette législation de 1996, c'était les impacts sur la santé. Il y avait une autre grande mesure et une autre grande volonté qui était dans cette législation de 1996, qui était d'instaurer, et on en reparlera tout à l'heure, la surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire, H24, 365 jours par an. Alors ensuite, eh bien, dans cette définition, il a été voulu d'ajouter un certain nombre d'autres aspects sur les conséquences et notamment sur les enjeux globaux qui sont le cœur de notre sujet donc actuellement, qui sont les changements climatiques, aussi les ressources biologiques. Et alors là, il faut aussi avoir comme dimension, bien entendu, les ressources naturelles, mais aussi les ressources alimentaires, donc là, dans notre agriculture. Actuellement, un certain nombre de mes collègues à travers le monde travaillent sur l'alimentation versus la pollution, et avec la question suivante, c'est au rythme où nous allons, quel sera l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation mondiale, alors à la fois sur des phénomènes globaux comme le changement climatique, mais des phénomènes de proximité comme on va le voir. Et puis d'une manière évidemment globale aussi, donc à nuire aux écosystèmes, quelle que soit leur nature. Alors ensuite, on termine cette définition par les biens matériels qu'on n'évoquera pas aujourd'hui, mais qui sont importants. Et puis, les nuisances olfactives, c'est un vrai sujet, les odeurs. Les odeurs sont des pollutions et qui peuvent avoir, bien sûr, sur la santé, un certain nombre de répercussions. Donc, voilà pour cette définition qui est complètement d'actualité et qui n'a pas été modifiée depuis son origine. Donc, de 1996, elle-même, elle s'est inspirée de la définition des polluants, notamment mis en place par la Maison-Blanche en 1965. Alors, la pollution atmosphérique, on a l'habitude de dire, alors c'est une manière un peu abusive d'ailleurs, parce que ce n'est pas tout à fait un cycle, mais n'empêche qu'on appelle ça toujours le cycle de la pollution atmosphérique. Donc, on a 3 grands compartiments, et vous allez voir qu'il va nous poser un certain nombre de questions. Tout d'abord, les sources des polluants, on va les voir en vitesse ensemble, et puis les polluants qui sont émis. Et ensuite, ça c'est la première partie. Alors, vous voyez qu'on intègre, même si dans la définition, ce n'est pas clairement dit, on intègre aussi les sources naturelles. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat, parce que ça a été un vrai débat en 1996, de les intégrer ou pas. Tout simplement, ça ne figure pas dans la définition pour des aspects notamment juridiques, mais il est évident qu'on va avoir un certain nombre de polluants naturels qui vont avoir des vrais retentissements sur la santé, vous les connaissez bien, on les reverra pour un certain nombre d'entre eux. Alors ensuite, une fois que ces polluants sont dans l'atmosphère, eh bien, ils vont avoir 2 grandes tendances qui vont nous poser un certain nombre de problèmes. D'abord, ils vont bouger. Les polluants bougent. Bien sûr, ils n'ont pas de frontières, hormis des frontières physiques, mais qui sont purement mécaniques. Mais autrement, ils peuvent faire, et on le verra, ils peuvent faire pour certains d'entre eux le tour de la planète sans aucune difficulté.
Et non seulement ils bougent, mais en plus, ils vont se transformer. Et ça, c'est vraiment le cœur du problème actuel. Ce sont ces transformations. Alors, lorsqu'un polluant est directement émis dans l'atmosphère par une source, on dit que c'est un polluant primaire. Et lorsqu'il subit des transformations, eh bien, les produits de ces transformations, on appelle ça des polluants secondaires. Et ça, c'est un vrai enjeu parce que vous vous doutez bien que dans le compartiment atmosphérique, en fonction de sa composition, en fonction des variables climatiques, eh bien, il est inimaginable de projeter le nombre de réactions qui peuvent se produire et bien entendu le nombre de produits qui vont être issus de ces transformations. Et donc, en fait, ça sera un des messages de cette présentation, c'est que finalement, l'air que nous respirons, pour une bonne partie de ce mélange, on ne le connaît pas. Et on va voir ces motifs de variation. Et donc, évidemment, à savoir ce qu'effectivement nos poumons, à quoi nos poumons et les bronches sont exposés, eh bien, ça va être bigrement difficile. Alors ensuite, eh bien, à un moment ou à un autre, ça peut être très éloigné dans le temps et ça peut être très éloigné en distance ou pas, mais à un moment ou à un autre, eh bien, ces polluants ont tendance évidemment à revenir sur le compartiment terrestre, alors que ce soit eh bien, d'abord dans nos voies respiratoires, mais au-delà sur le monde vivant et puis sur l'ensemble de ce qui nous entoure. Donc, c'est un passage finalement du compartiment atmosphérique à un autre compartiment. Ça peut être l'eau, ça peut être les sols, ça peut être bien sûr les organismes vivants, ce qui fait qu'on a un transfert de ces polluants et bien sûr potentiellement des actions toxiques et écotoxiques. Donc voilà, alors en résumé, par rapport à ce cycle qui n'en est pas vraiment un, puisqu'on ne revient pas à la position initiale, mais voilà comment classiquement on appelle ça le cycle de la pollution atmosphérique qui se décompose donc en ces différentes étapes. Alors évidemment, pour respecter le temps imparti, je vais bien sûr pas tout détailler, mais revenir sur un certain nombre de points. Tout d'abord, effectivement, ces sources naturelles, on n'y pense pas parce que toutes ne sont pas forcément d'abord sur notre territoire métropolitain, ne serait-ce que le volcanisme, mais néanmoins, ce sont des sources importantes qui concernent certains de nos départements d'outre-mer et au-delà, évidemment, d'autres pays. Mais vous vous souvenez bien, notamment ce fameux volcan islandais qui nous avait bien perturbé il y a quelques années, ça vous montre que quantitativement, on peut avoir des éruptions volcaniques qui voyagent très bien. Alors, au-delà de ça, quand elles sont vraiment extrêmement importantes, donc avec des volcans type Mont-Sainte-Hélène, etc., on a même des impacts sur directement le climat avec des baisses de température à proximité. Même quand on dit à proximité, c'est kilométrique quand même, à proximité et en dessous de ces panaches où on va avoir des diminutions de température et des vraies modifications de climat. Alors ensuite, on a énormément d'autres sources de pollution naturelle. Les vents du Sahara, on a eu en France plusieurs épisodes assez marquants ces derniers mois où on a eu l'atmosphère qui est devenue jaune à cause de ces sables. Alors, c'est un phénomène purement mécanique et à la fois thermique et dû au vent, donc qui est assez fréquent. Par contre, c'est son intensité qui peut varier. Alors, ça va rajouter évidemment à la complexité du mélange atmosphérique. Et évidemment, pour que ces particules voyagent très loin, sur plusieurs milliers de kilomètres, évidemment, elles sont de plus en plus fines, puisque par simple pesanteur, les plus grosses vont retomber assez vite. Par contre, pour atteindre ces altitudes-là et puis ces distances-là, eh bien, on va avoir des particules fines. Et on verra évidemment que c'est un challenge. Je ne vais pas revenir sur les incendies de forêt. Malheureusement, notre actualité a été très claire et trop claire cet été, puisque à la fois, on a eu bien sûr les incendies de forêt, leurs conséquences directes sur les écosystèmes et sur les populations, mais bien entendu, eh bien, ces fumées ont dégagé tout un tas de polluants donc, qui se sont dispersés dans l'atmosphère. Alors, je vous avais pris ici des photos, notamment des forêts australiennes. Il faut savoir que, vu l'échelle de ces incendies, eh bien, en fait, on a tout un panel de collègues qui ont fait des trackings de ces nuages par satellite parce qu'ils sont de telle ampleur qu'on les suit quasiment à travers le globe. Et puis, eh bien, un polluant naturel que vous connaissez très bien pour un certain nombre d'entre vous sont les pollens. Alors évidemment, les pollens posent un certain nombre de problèmes en termes d'allergie, ça va sans dire. La pollinose, quelque chose que vous connaissez bien, principalement, même, pas dire essentiellement, mais quand même provoqué par des pollens
d'espèces anémogames, donc qui utilisent le vent pour se reproduire, à l'opposition des zoogames ou des hydrogames. Et puis notre collègue Guillaume avait fait un exposé hyper intéressant sur les pollens il y a quelques mois. Et donc, les anémogames, leur stratégie, c'est de disperser leur pollen par le vent, sauf qu'effectivement, ils n'ont pas de vecteur pour aller à part le vent pour aller de fleur en fleur. Et bien évidemment, les chances de réussite, entre guillemets, de la fécondation étant diminuées, eh bien, ils vont compenser ça par beaucoup plus de pollen. Donc, on va être exposé à une quantité plus importante. Et évidemment, des pollens petits, légers, parce qu'ils doivent être transportés par le vent, sauf ceux qui sont équipés d'un dispositif spécial qui leur permet d'augmenter leur portance. Ceux-là sont très gros et donc potentiellement moins dangereux. Exemple, les pollens de pin. Mais à part cela, les anémogames sont beaucoup plus petits et assez pénétrants dans le tube, dans le système respiratoire. Et ça, c'est une courbe qui reprend 15 ans de mesure des pollens sur l'île avec le capteur de l'île et qui vous montre les variations saisonnières de ces quantités de pollen, toutes espèces confondues. On voit nettement qu'il y a un certain nombre de cycles, en tout cas de pics, de pics tout au long de l'année. Alors, certains les connaissent très, très bien. Hein. On va commencer autour tout début du printemps ou fin de l'hiver. On va commencer par les arbres, donc les bouleaux, les saules, etc. Alors, ce sont des arbres en fait qui vont polliniser avant de faire leurs feuilles, parce que les feuilles vont gêner la dispersion du pollen, donc c'est très précoce. Ensuite, on va avoir, là je résume énormément, mais la grande période entre guillemets des graminées, autre espèce, autre groupe particulièrement allergisants, et puis ensuite les urticacées en fin de période, plutôt vers la fin de l'été, les urticacées, les chéniopodacées, un certain nombre d'espèces qui ont des potentiels allergisants importants. Alors, il y a déjà ça en soi, il y a déjà évidemment tout un domaine sur l'allergie respiratoire, mais il faut aussi avoir en tête que, quand on regarde, alors j'ai pris l'exemple de 2018, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, mais quand on regarde un petit peu les pics de pollution, on se rend compte qu'en parallèle de ces périodes de pollinisation importantes, on a fréquemment des périodes de pics de pollution, c'est-à-dire que là, on va dépasser un certain nombre de concentrations. Et donc, cette concomitance fait qu'effectivement, on va avoir aussi un impact sanitaire d'autant plus fort, puisqu'on va avoir des populations déjà fragilisées qui vont être exposées à plusieurs irritants, à plusieurs allergisants, et puis à des polluants physiques et chimiques. Donc voilà, ça, ce sont des concomitances comme ça qui sont assez répétitives d'année en année. Et le lien entre pollution atmosphérique et pollen est quand même relativement complexe. Il est travaillé par plusieurs équipes, notamment ici à l'Université de Lille. Et on se rend compte que finalement, ces liens, et la liste est loin d'être exhaustive, mais évidemment, on va avoir des populations, comme je viens de le dire, qui ont leur système respiratoire qui est déjà sensibilisé et qui va recevoir des xénobiotiques en plus. Donc, effectivement, on peut avoir une amplification des effets. En tout cas, ça semble assez logique de raisonner dans ce sens-là, dans l'évaluation du risque. Ensuite, on a un lien entre la pollution et les plantes, et notamment en termes de changement climatique, on s'est rendu compte qu'une des conséquences, c'était l'augmentation de la période de pollinisation et la production plus importante de pollen. Et la liste, encore une fois, n'est pas exhaustive. Et on s'est rendu compte aussi qu'on avait une modification de la pollution sur les pollens, avec notamment potentiellement une augmentation de leur aspect allergisant. Et les grains de pollen, en plus, comme si cela ne suffisait pas, peuvent être des vecteurs de transport d'un certain nombre de polluants. Et on y reviendra parce que ça, c'est un point majeur pour ce qui concerne notamment les particules, c'est qu'on peut avoir des métaux, par exemple, qui se fixent sur ces pollens ou d'autres polluants comme des hydrocarbures, etc. Donc, on a finalement une complexité assez importante et une convergence de phénomènes de pollution naturelle et de pollution artificielle. En ce qui concerne les sources anthropiques, les choses sont assez intuitives parce que c'est très médiatisé. Et puis, encore une fois, il y a quand même des aspects très positifs à cette médiatisation, même si parfois elle pose un certain nombre de soucis. Mais ce sont les sources fixes. Alors, c'est du vocabulaire vraiment typique des agences de surveillance de la qualité de l'air. J'ai eu l'occasion d'y travailler pendant une vingtaine d'années, de participer à leurs activités pendant une vingtaine d'années. C'est vraiment typiquement les dichotomies et les classifications que l'on fait dans les associations agréées.
Et donc, on a d'abord les sources fixes qui regroupent l'industrie, l'agriculture et le résidentiel tertiaire, qu'on oublie souvent, hein, mais nos maisons, nos infrastructures privées, nos infrastructures administratives, les facs, les hôpitaux, tout ça, ça rentre dans le résidentiel tertiaire. Et à côté de ça, nous avons les sources mobiles qui regroupent l'intégralité des transports, bien entendu le transport routier qui attire beaucoup l'attention, mais il ne faut pas oublier les autres. Alors, en ce qui concerne les polluants, là aussi, j'ai dû faire un choix parce que ce n'est pas possible d'être complètement exhaustif. Par contre, j'ai pris un choix qui est celui de vous montrer les polluants surveillés par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, c'est là où on aura le plus de données accessibles et sur lesquelles énormément de travaux scientifiques ont été fondés. Ces polluants sont d'excellents marqueurs de l'ensemble de la pollution atmosphérique. Heureusement, on a comme ça des têtes de pont qui nous permettent d'avoir une image fiable de la pollution atmosphérique, parce que je vous ai dit quand même qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Et puis, ce sont tous des polluants qui ont des effets sur la santé. Et encore une fois, on a des données H24. Donc, c'est assez logique d'avoir focalisé le propos là-dessus. Et la dernière raison, c'est que les patients ont exactement le même accès que nous en première intention. Ils vont sur le site et ils peuvent avoir les données. Et donc, finalement, quand les patients se posent des questions, eh bien, s'ils se réfèrent à quelque chose, ils vont se référer à l'information à laquelle ils ont accès. C'est celle-là. Donc, c'était assez logique, à mon sens, de surtout insister sur ces produits-là, sachant qu'encore une fois, dans l'atmosphère, il y en a d'autres et il y a d'autres institutions qui peuvent compléter la surveillance. Je pense par exemple aux pesticides dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais effectivement, on a quand même des données en France sur ces produits-là. Alors, vous voyez clairement qu'en fonction des sources, eh bien, évidemment, c'est assez intuitif, hein, mais ça se confirme. On a effectivement les sources qui vont émettre beaucoup de polluants différents. Et finalement, un polluant, on peut le dire dans le sens inverse, un polluant a plusieurs origines en même temps. Donc, ce qui est voilà, tout à fait réaliste par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Évidemment, ce qui rajoute une petite complexité quand on essaye de tracer les sources. Bon, néanmoins, on a quand même des cadastres d'émissions, donc des relevés d'émissions qui permettent d'avoir des idées plus précises en fonction de la localisation géographique de où viennent les polluants. Alors, voilà pour le résidentiel tertiaire, pour l'agriculture et pour l'industrie. Donc, des oxydes, vous voyez, on y reviendra. Nous sommes dans une atmosphère oxydante. Et donc, évidemment, on sera lié à ça le stress oxydant. Hein, c'est tout à fait logique. Et puis ensuite, un point particulier que l'on fera, sans mauvais jeu de mots, sur les particules, justement. Alors, en ce qui concerne les véhicules, là aussi, on va retrouver des polluants très classiques comme les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, des particules. Mais vous voyez que, et on le confirmera tout à l'heure, que finalement, les transports, ce ne sont pas forcément la source la prédominante sur ces particules. Et quand on parle de transport, de sources mobiles, on intègre bien sûr les combustions des moteurs qui sont en jeu, mais, et c'est pour ça qu'il y a une photo d'un train électrique, parce qu'à fortiori, le train électrique lui-même ne va pas être émetteur, il n'y a pas de combustion particulière, sauf cas particulier, mais il faut intégrer aussi l'usure et l'abrasion, et enfin, dites-le comme vous voulez, mais l'usure des infrastructures hein, qui rentrent dans ces sources-là et qui peuvent être très quantitatives par certains moments, et notamment pour certains transports ferroviaires. Alors, bien sûr, cette présentation sera à votre disposition et vous aurez tout loisir, si cela vous intéresse, de revenir sur ces graphiques et sur ces camemberts et sur les différentes figures, mais simplement pour vous montrer que dans notre région, il y a justement ce cadastre d'émissions qui a été fait il y a quelques années, qui est mis à jour régulièrement et qui montre finalement la répartition des sources. Et on se voit pour certains grands polluants que finalement, on n'a pas une source qui va dominer, mais on va avoir en fait l'action des différentes sources en parallèle. Alors bien sûr, il y a des exceptions à tout, comme le dioxyde de soufre qui est principalement industriel, mais et puis certains métaux qui ont une origine principalement aussi industrielle ou résidentielle tertiaire, ou pour les HAP, c'est du résidentiel tertiaire, mais vous voyez qu'effectivement, ces travaux sont faits aussi dans notre région Hauts-de-France. Alors, quelques mots sur les différents polluants, mais vraiment très rapidement, pour encore une fois, en étant vigilant au temps. En fait, le dioxyde de soufre, vous voyez que c'est un polluant qui est assez en diminution, qui est principalement industriel et qui est dû à la combustion
de produits organiques, essentiellement du pétrole et du charbon qui contiennent du soufre, sachant que le pétrole, on peut le nettoyer de son soufre, alors que le charbon, non, on ne peut pas. Alors, on se dirait, ben voilà, c'est peut-être pas la peine de trop parler de cette problématique, vu que chez nous, on a quand même une diminution qui est très importante. Bah, oui et non, parce qu'en fait, à cause de la crise énergétique, à cause de la fin du nucléaire, eh bien, certains pays et nos voisins proches, hein, comme l'Allemagne notamment, ont remis en route leurs centrales à charbon. Et donc, cette problématique du dioxyde de soufre, même en Europe de l'Ouest, où elle était quand même en diminution, eh bien, va se reposer. Et au niveau international, vous avez des pays comme l'Inde, comme la Chine, qui sont encore régulièrement frappés par des concentrations très importantes de dioxyde de soufre, tout à fait analogue à ce qu'on a connu en 1952 à Londres, lors de cet accident qui a entraîné plusieurs dizaines de milliers de décès, qui était pendant l'hiver 52, eh bien, on retrouve des situations tout à fait comparables encore dans certains pays dans le monde. Donc, effectivement, en Europe de l'Ouest, on a un point de vigilance après une longue période de décrue, mais ailleurs dans le monde, c'est encore un combustible qui est très utilisé, le charbon, et qui, effectivement, pose encore des problèmes environnementaux. J'y reviendrai à la toute fin, parce qu'il y a un exemple célèbre qui s'est passé en ce qui concerne les liens sur la santé. Alors, un polluant qui pose beaucoup de problèmes en France actuellement, ce sont les oxydes d'azote, principalement dus au trafic routier. Pas que, mais quand même principalement. C'est un des 3 polluants qui pose le plus de problèmes chez nous. Nous dépassons les limites de l'OMS, on y reviendra dans quelques secondes. Et effectivement, c'est un polluant qui va entraîner au niveau des tissus respiratoires un certain nombre de problématiques sur les cellules. Alors, tout l'enjeu derrière ce polluant, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est évidemment l'enjeu du transport et notamment l'enjeu du transport particulier. Il y a l'aspect énergétique qui va devenir de plus en plus pesant, mais il y a aussi cet aspect de projection du transport individuel avec des modes alternatifs. Donc voilà, ça c'est un état du parc il y a quelques mois. Actuellement, la progression n'est quand même pas extraordinaire, sachant qu'effectivement, mais c'est pour ça qu'on ne va pas entamer le débat, en tout cas maintenant, que se posent d'autres problématiques du bilan écologique de ces véhicules, de la ressource à un certain nombre de métaux qui va poser problème, l'industrie du recyclage qui pose aussi un certain nombre de questions. Et vous avez certainement entendu dans les médias que vous avez plusieurs rapports d'expertise un peu contradictoires sur cette filière-là. Et actuellement, le démarrage reste encore timide. Alors, il y a des questions d'autonomie et de prix, évidemment, que je n'exclus pas hein, dans ce débat. Mais vous voyez qu'en ce qui concerne la pollution atmosphérique, on a un problème majeur qui est les oxydes d'azote. Alors, il y en a d'autres, hein, la voiture et les transports de manière générale émettent d'autres polluants, bien entendu. Alors, les composés organiques volatiles, là aussi, vous voyez qu'il y a une diminution hein, sur le long terme. On arrive maintenant à une espèce de seuil, hein, de plateau en dessous duquel on a du mal à descendre. Mais j'attire simplement votre attention sur un point, c'est que la surveillance en Europe se fonde principalement sur le benzène. Pour des raisons un peu historiques de surveillance et bien sûr de toxicité, ça va sans dire. Mais vous comprenez, et c'est pour ça que j'ai remis la définition, alors qui est un peu ésotérique, hein, qui est la définition de la réglementation européenne. Mais en fait, les composés organiques volatiles sont tous les composés organiques, donc avec du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, puis quelques substitutions, et qui sont à l'état gazeux, à température et pression ambiante. C'est ça que cette définition veut dire. Alors, même sans avoir fait de chimie, on imagine la quantité absolument astronomique de produits. Pour vous donner un exemple, dans une maison classique, sans problème réel, eh bien, vous pouvez avoir jusqu'à 700 composés organiques volatiles différents dans l'atmosphère, à des concentrations bien sûr extrêmement différentes. Donc, c'est pour vous dire simplement l'étendue de cette famille. Et encore une fois, pour vous rappeler que bien, la surveillance est principalement basée sur l'évolution d'un composé qui est le benzène. Donc évidemment, on ne peut pas affirmer que c'est une photo réaliste de la situation et que le mélange dans l'atmosphère est beaucoup plus complexe que les images que l'on peut en avoir. Alors, il y a plein de raisons hein, pour ce que je viens de vous dire, pourquoi surveiller le benzène et puis pas d'autres.
Alors, il y en a en partie une que vous voyez dans l'intitulé, c'est qu'on parle de composés organiques volatiles non méthaniques. Donc, on exclut le méthane parce que le méthane a énormément de sources naturelles. Et il n'est pas possible de faire la différence entre une molécule de méthane d'origine naturelle et d'origine anthropique. Mais ceci dit, ce que l'on dit là pour le méthane, c'est vrai pour tout un tas d'autres composés organiques volatiles. Donc, c'est un domaine qui est un peu particulier, néanmoins très important parce que ce sont des produits qui sont très réactifs dans l'atmosphère et donc qui contribuent à la formation de tout un tas de polluants secondaires. Ils participent à la complexité du mélange, au-delà des phénomènes de production d'ozone, etc., donc, que l'on va voir dans quelques secondes. Alors, un focus sur les particules, puisque je vous ai dit, on a vraiment en France, si on veut vraiment résumer, on a 3 polluants qui nous posent vraiment des grosses difficultés, les oxydes d'azote, les particules sont le deuxième, et le troisième sera l'ozone. Alors, les particules, en fait, c'est un champ qui s'est complètement modifié en quelques années, du fait des progrès à la fois de la technique de mesure et à la fois de la connaissance, évidemment, brute, à la fois physique, chimique, mais aussi biologique. Et on s'est rendu compte qu'il y a quelques années, ce qu'on appelait poussière ou particules, finalement, c'était hyper générique. Et à l'intérieur de ça, il y avait tout un monde. Alors, les origines sont nombreuses, elles peuvent être biologiques, elles peuvent être chimiques ou thermiques, elles peuvent être mécaniques. Mais finalement, ces différents phénomènes vont produire des poussières, alors on va dire ça pour l'instant, dans l'atmosphère. Alors, il y a 3 paramètres absolument fondamentaux à savoir quand on travaille sur les poussières. Alors, il y en a d'autres, hein, on est bien d'accord, mais en première intention, ces 3-là sont vraiment très, très importants. C'est la taille, puisque la taille va conditionner le comportement dans l'arbre respiratoire et globalement, si on veut résumer, plus elles sont petites, plus elles vont aller profondément dans l'arbre respiratoire. D'un autre côté, dans l'atmosphère, plus une particule est petite, plus elle va avoir tendance, je dis bien une tendance, je suis prudent dans ce que je dis, à avoir un comportement proche des gaz. D'accord ? Alors qu'évidemment, quand elles sont grosses, eh bien, elles vont avoir une tendance à se comporter, notamment avec des lois assez simples. La première étant la pesanteur, leur poids va les faire que leur dispersion va être relativement faible. Mais évidemment, à l'inverse, quand on a des très très petites particules, elles vont avoir tendance à se disperser beaucoup plus et à se comporter comme un gaz. Après, la concentration. La concentration, évidemment, d'une manière, là encore une fois, en première intention, plus il y en a, plus le risque sanitaire est important. Ces 2 paramètres sont mesurés en routine. Donc, vous pouvez avoir, en fonction de la taille, vous pouvez, alors, il y a des gammes de taille, mais vous pouvez avoir une information en routine qui vous oriente sur la granulométrie et la concentration. Alors qu'il y a un 3e paramètre qui est tout aussi important, qui est la composition. Et celui-là, pour l'instant, on ne peut pas le faire en routine. Vous n'avez pas cette information-là, alors que vous imaginez sans aucune difficulté que lorsqu'une particule de silice, de métaux ou organique arrive sur les cellules bronchiques ou respiratoires ou des poumons, bien sûr qu'au niveau de la membrane, déjà, la réaction ne sera pas du tout la même. Peut-être que certaines vont provoquer beaucoup plus rapidement un stress oxydant que d'autres et les réactions, de toutes les façons, ne seront pas les mêmes. Mais cette information-là, eh bien, techniquement, on ne peut pas la donner en routine. Donc, on travaille avec un mélange particulier dont on peut soupçonner les principaux constituants, mais on n'ira pas au-delà. Alors, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, donc cette pénétration en fonction de la taille, et donc les premières lignes aussi de défense qui seront face à ces particules. Vous le savez bien mieux que moi que, évidemment, la composition des tissus et la population de cellules en contact avec ces particules va être modifiée en fonction de l'endroit où on est dans l'appareil respiratoire. Et oui, mais il y a aussi la composition du mélange qui sera pas le même. Donc ça, c'est une réelle difficulté encore actuellement. Alors, les particules, finalement, on ne sait pas trop à quoi elles ressemblent et je vous ai montré, je vous ai pris quelques photos. Alors là, issues d'un travail qui a été fait par un collègue à l'étranger qui vous montre qu'en fonction de l'endroit où vous êtes et de la nature anthropisée, bien, vous allez avoir évidemment une quantité plus ou moins importante de particules naturelles, plutôt végétales et minérales, versus dans des endroits très anthropisés, bien, des particules, vous voyez, qui sont plus petites en règle générale et chez lesquelles bien, la proportion de carbone va être plus importante.
Alors, voici des particules que j'ai observées il y a déjà quelques années sur le littoral dunkerquois. Alors, c'était des particules qui étaient déposées sur des végétaux et on remarque, grâce à ce microscope électronique à balayage, qu'on a une granulométrie qui est très, très fine puisqu'on est en deçà des 2 microns. Alors que chez notre collègue, on avait quand même une échelle qui était importante, qui était plutôt autour des 500 microns, donc avec des particules parfois vraiment très, très grosses. Là, vous voyez qu'on est vraiment sur les… Alors, on est tranquillement en train de voguer vers les particules ultra fines finalement. Donc, on est sur une granulométrie qui est très, 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 très fine. Vous voyez que des particules sphériques. Et en fait, ce sont des particules qui sont essentiellement issues de combustion, donc très riches en carbone, et sur lesquelles se sont absorbés des métaux. Alors, d'où, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ces dernières années, en fait, il y a un paramètre qui a pointé beaucoup plus qu'il l'était auparavant, c'est ce qu'on appelle le black carbone. Et en fait, le black carbone, c'est justement pour suivre ces phénomènes de combustion. Et vous voyez qu'avec les particules à combustion, on a tendance, je ne vais pas le redire, à avoir des particules assez fines qui peuvent aller assez profondément dans le poumon. Et donc, voilà, on regarde un petit peu leur origine. Alors, en fonction des endroits, vous voyez, vous avez des proportions entre les carburants fossiles et la biomasse qui peuvent changer. Alors, quand on regarde les poussières totales en France, sans faire attention à la granulométrie, en fait, on a vraiment des poussières à la fois naturelles. Alors, vous voyez, malheureusement, dans ces données qui sont par ailleurs extrêmement importantes qu'on les ait, c'est le CITEPA qui les publie, on a parfois la juxtaposition de plusieurs sources qui est un petit peu difficile après à se faire une idée, mais on a des sources anthropiques qui sont importantes, mais aussi on a des sources naturelles qui le sont quand on regarde toutes tailles confondues, et notamment le réenvol des poussières du sol. Et donc, de cette là, l'agriculture est un petit peu en tête par rapport à ça, mais ce n'est pas le secteur économique qui est forcément responsable de tout. C'est aussi la problématique du renvol de poussière de sol. Alors, il y a des techniques maintenant agricoles, culturales, qui permettent de diminuer ça. Mais quand on fait un focus sur les tailles, eh bien, on se rend compte qu'il y a une source dont on parle très peu finalement dans les médias, qui est le résidentiel tertiaire, eh bien, qui prend une importance vraiment majeure. Et on entend beaucoup plus souvent parler du trafic routier qu'autre chose. Alors, je ne dis pas du tout que ça n'existe pas, bien au contraire, ça, ce n'est pas du tout dans mon propos, mais finalement, dans la médiatisation, eh bien, on entend beaucoup moins le rôle du résidentiel tertiaire, alors qu'il est prédominant sur un certain nombre de polluants. Et vous voyez ici, notamment sur les particules les plus fines, les PM2,5, donc c'est celle de 2,5 microns, et les PM10, c'est celle de 10 microns, quand je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait avoir en routine des données. Alors, je n'insisterai pas beaucoup, toujours pour respecter le temps, mais il y a aussi des particules secondaires. Alors ça, c'est vraiment un domaine qui a vraiment pris énormément d'ampleur ces dernières années, parce qu'on s'est rendu compte que eh bien, dans l'atmosphère, même à partir de gaz, eh bien, on pouvait avoir la formation de particules secondaires, de novo, dans l'atmosphère. Alors, en fonction de quand les laboratoires ont analysé ces particules, compte tenu de leur nature, c'est comme ça qu'ils en ont déduit que, notamment, issus du monde agricole, mais pas uniquement, hein, il y a eu beaucoup de travaux sur le monde agricole à cause des sulfates et des nitrates, mais au-delà de ça, vous pouvez avoir des particules qui se forment dans l'atmosphère, donc des particules secondaires qui rajoutent donc la complexité au mélange. Alors, ça a été notamment bien réétudié, ce n'est pas nouveau, hein, mais pendant la crise Covid. Alors après, donc, j'irai un petit peu plus vite sur les autres polluants, donc les HAP, là aussi, qui sont des organiques qui ont tendance à être sous forme de particules du fait de leur taille et de leur masse moléculaire. Et vous voyez que là aussi, la source importante en France, eh bien, c'est le résidentiel tertiaire. Alors, les métaux sont en nette diminution. Ils sont principalement, pas tous, mais d'origine industrielle. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour limiter l'émission de métaux, puis aussi une réduction des émissions industrielles d'une manière générale, qui sont, alors le plus net, ça a été le plomb, qui lui était d'origine automobile et qui a connu une chute drastique du fait du passage à l'essence sans plomb. Alors, je n'insisterai pas beaucoup sur les composés secondaires, simplement pour redire ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, notre atmosphère est vraiment un énorme réacteur réactionnel où vous avez des dizaines de réactions photochimiques, chimiques
ou physiques qui vont se succéder, parfois avec des durées de vie très, très courtes, mais surtout, c'est la chimie des radicaux. Et on est dans un milieu qui est oxydant. D'accord? Donc, évidemment, cette chimie radicalaire, eh bien, c'est elle aussi qui va agresser nos tissus respiratoires. Donc, on va avoir des espèces très oxydantes qui vont pouvoir être en contact des membranes cellulaires et avec, évidemment, les phénomènes de stress oxydant, d'attaque des lipides membranaires et autres que vous connaissez bien, mais ça s'explique parce que nous sommes dans un milieu qui est par définition oxydant. Alors, c'est ces réactions-là qui vont nous donner une multitude de produits que l'on ne connaît pas finalement encore très, très bien. Et parmi ceux qui sont les plus connus, sinon le plus connu, vous avez l'ozone troposphérique, donc celui qui est à notre niveau, celui où nous vivons, eh bien, qui va être un polluant par définition oxydant, hein, c'est 3 atomes d'oxygène, et qui va être néoformé dans l'atmosphère par la contribution des composés organiques volatiles, des oxydes d'azote et du soleil. Donc, il faut de la température pour avoir de la température et du soleil, il faut les deux en même temps, pour avoir la présence de ce polluant, d'où sa présence au maximum l'été. Alors, beaucoup de paramètres vont jouer sur la présence des polluants dans notre atmosphère, que ce soit la météo. La météorologie est le chef d'orchestre de la pollution atmosphérique, parce que c'est la météo qui va gérer la dispersion, la précipitation, la réaction en fonction de l'atmosphère, si c'est en présence d'une forte humidité ou au contraire avec très peu d'humidité, beaucoup de chaleur, vous allez avoir des réactions complètement différentes, donc des sous-produits complètement différents. Et puis évidemment, il y a d'autres paramètres comme la topographie, la présence d'autres phénomènes comme le littoral, etc. Et bien sûr, la durée de vie des polluants, ce qui fait que rien que déjà, en fonction de la durée de vie des polluants, vous en avez qui peuvent circuler plus ou moins loin à travers la planète. Par exemple, l'ozone est un polluant qui finalement circule assez peu. On estime que chez nous, en France, il fait 200-300 km, pas beaucoup plus, alors qu'à l'opposé, vous avez des produits qui peuvent durer plusieurs dizaines, voire plus, dépasser le siècle, et qui là ont une durée de vie largement suffisante pour non seulement faire le tour de la planète, mais aussi pour monter très très haut en altitude et aller sur d'autres couches atmosphériques. Donc voilà, on a tout un tas de paramètres comme ça qui vont conditionner le transport, la dispersion et l'évolution des polluants dans l'atmosphère. Et au final, quand on est à un endroit donné, la colonne atmosphérique qui est au-dessus de nous et la pollution atmosphérique que nous respirons, c'est une résultante de tout un tas de choses. Et ça aussi, il faut l'avoir en tête parce que certes, on peut avoir des sources de pollution de proximité, on est à côté d'une rue, on est à côté d'une entreprise, mais il y a aussi de toutes les façons l'environnement global, local dans lequel on est. Si l'on est certes à côté d'une rue, mais en pleine campagne, ou à côté d'une usine sur la banlieue d'une ville importante, évidemment, le fond ne sera pas le même. Et il faut intégrer aussi ce que nous envoient nos voisins plus ou moins proches, ce qui fait que finalement, ce que nous respirons, il y a des origines locales, mais aussi des origines qui peuvent être beaucoup plus lointaines, continentales, voire transcontinentales. Ce qui fait que certains d'entre nous avons respiré des poussières d'incendies ou de volcans qui venaient de bien plus loin que de notre région. Alors, malgré tout, dans tout ça, nous sommes depuis quand même maintenant une dizaine ou une vingtaine d'années, nous sommes en diminution d'un certain nombre d'indicateurs de pollution parce qu'il y a eu tout un tas d'efforts, de mesures qui ont été prises, à la fois politiques, mais il y a aussi des efforts individuels. Il y a une prise de conscience, pour ça tout à l'heure que je vous disais qu'il y avait une médiatisation et on ne peut que s'en féliciter. Et on voit que pour un certain nombre d'indicateurs, sauf l'ozone, mais qui est très lié au changement climatique et qui est très lié aussi justement à la diminution des autres polluants, on voit que pour beaucoup d'indicateurs, nous sommes dans un trend général de diminution. Pour autant, alors ça, c'est qui surveille cette pollution dont je viens vous parler, donc c'est les associations agréées de surveillance à la qualité de l'air qui surveillent la liste des polluants dont je vous ai parlé grâce à des stations de mesure automatiques et qui vous délivrent sur leur site internet. Donc ça, c'est le réseau Sa Dispersion dans notre région. Grâce à ces réseaux de mesure, à ces capteurs qui sont dispersés sur notre territoire, nous avons régulièrement des données et on se rend compte que même si on a des diminutions, un trend qui est assez net, on se rend compte grâce à ces instruments de mesure, mais aussi
grâce maintenant au modèle de prévision de la qualité de l'air, parce que maintenant on peut prévoir la qualité de l'air, eh bien on se rend compte que malgré tout, on dépasse encore un certain nombre de valeurs limites. Et c'était la petite carte que je vous avais montrée tout à l'heure avec les graphes sur le graphe sur les pollens. On dépasse encore régulièrement dans notre région un certain nombre de valeurs limites réglementaires européennes. Et encore une fois, il faut faire très attention par rapport à ces valeurs limites, parce que quand on regarde au niveau de l'Europe comment nous sommes exposés, eh bien, on se rend compte que par rapport aux normes européennes, il y a quand même pas mal de personnes qui sont exposées. On dépasse, et je vous le dis tout de suite, dans notre région, nous sommes concernés par ces dépassements des normes européennes. Je viens de vous le dire, hein, régulièrement, par an, on a des dépassements, mais regardez par rapport aux normes de l'OMS. Alors là, les chiffres varient de tout à tout, de tout au tout, parce qu'effectivement, les normes de l'OMS ne sont pas les mêmes que les normes européennes. Elles tiennent compte que des aspects sanitaires, alors que les normes européennes intègrent d'autres dimensions. Et effectivement, eh bien, pardon, je vais passer pour aller un petit peu plus vite et garder le temps. Eh bien, effectivement, on se rend compte qu'à cause de cette situation encore de pollution atmosphérique, que ce soit à travers le monde ou en Europe, eh bien, la pollution atmosphérique a un impact sanitaire extrêmement important en termes de mortalité, mais bien entendu en termes de morbidité et notamment de maladies respiratoires. Alors, vous voyez ici les normes maintenant de l'OMS qui ont changé relativement récemment. Elles ont changé l'année dernière. Alors, elles ont été mises à jour à la lumière de données épidémiologiques. Donc, c'est par rapport à ces données épidémiologiques que l'OMS a fait évoluer ses standards. Et vous voyez que même si nous avons, nous, un trend qui descend, on va dans le bon sens, sauf pour l'ozone. Mais vous regardez pour les polluants, notamment donc les PM10, PM2,5 et les oxydes d'azote, eh bien, vous voyez qu'en moyenne annuelle, on est encore au-dessus de ces standards de l'OMS. On est en dessous des standards de l'Europe, mais on est au-dessus des standards de l'OMS parce que, encore une fois, ce n'est pas les mêmes référentiels et on a encore donc du progrès à faire, même si on a déjà accompli une partie du chemin. Alors, évidemment, ces polluants arrivent sur notre appareil respiratoire. Je vous ai déjà parlé du stress oxydant, qui est un des mécanismes fondamentaux parce que nous avons une atmosphère qui est très oxydante et donc des espèces qui sont des espèces réactives de l'oxygène qui sont très présentes. C'est une chimie radicalaire. Et donc, c'est ce qui va agresser en premier nos cellules respiratoires. Alors ensuite, on a d'autres mécanismes qui vont se mettre en place. Il y a une toxicité respiratoire, mais aussi cardiovasculaire, qui a été très, très bien décrite. C'est les deux cibles principales. Je suis passé un petit peu vite sur la précédente diapo parce que je savais que j'allais revenir ici. Les deux cibles principales, c'est l'appareil respiratoire et l'appareil cardiovasculaire. Et au-delà, eh bien, on a tout un tas d'autres cibles qui sont de plus en plus travaillées, qui vont du système nerveux central jusque… personnellement, j'ai eu l'occasion récemment de faire un travail avec plusieurs de mes collègues, cliniciens et puis statisticiens. On a sorti un travail sur la prématurité en France, tout type de prématurité versus pollution atmosphérique, où il y a un lien qui est très fort, et quelle que soit en fait la prématurité, notamment un lien avec les particules, les PM10 et les PM2,5. Donc, des pistes de solutions, il en existe bien entendu, et je terminerai, parce que le temps est arrivé, sur un cas qui a été très emblématique, qui était les JO de Pékin. Alors, Pékin, évidemment, est une ville qui est bien sûr malheureusement très polluée, et pour respecter les critères de Pékin, des Jeux olympiques, ils ont eu une politique drastique de fermeture de sources. Et alors, d'un point de vue épidémiologique, on a vu des choses assez exceptionnelles parce que très, très vite, on a eu des indicateurs qui sont repartis dans le bon sens avec des diminutions de tout un tas d'indicateurs dont je vous ai mis une micro-liste ici parce que dès qu'ils ont fermé les sources, évidemment, la qualité de l'air s'est améliorée, elle a respecté les critères des JO et on a eu tout un tas de données d'indicateurs qui revenaient dans le bon sens. Alors malheureusement, une fois que tout ça s'est passé, une fois que les Jeux olympiques et paralympiques se sont terminés, ils n'ont pas eu d'autre choix de toutes les façons que de remettre en route les sources. C'était vraiment transitoire. Et vous avez dans la littérature des dizaines de publications qui relatent l'intégralité de ces épisodes, à la fois dans la baisse et dans l'augmentation de la pollution, et qui montrent les scores de santé et qui montrent bien que finalement, on peut avoir, dans les solutions, on peut avoir effectivement
si on a une politique volontariste, on a assez vite une traduction tout à fait concrète sur les indicateurs de santé. Donc, diminuer les émissions, diminuer les expositions. Alors, là, après, je dirais que je passe la main puisque moi, je suis environnementaliste, mais je pense aussi qu'il y a un certain nombre de patients qui n'ont pas forcément en tête le lien entre pollution atmosphérique et leur pathologie. Alors, peut-être que pour l'appareil respiratoire, c'est plus direct et plus intuitif, mais évidemment, déjà, pour les patients atteints de pathologie cardiaque, ce n'est pas forcément évident. Ça, je le vis dans le cadre de ma recherche. Et puis, vous vous doutez bien, quand on travaille aussi avec les femmes enceintes ou d'autres populations, eh bien là, le lien n'est pas forcément direct. Et il y a de la pédagogie et de l'accompagnement à faire. Alors, le respect du traitement, bien sûr, mais ça, c'était un petit peu dans un autre contexte. Le signalement de la pathologie, vraiment, là aussi, il y a des patients, et notamment des enfants, qui finalement ne signalent pas toujours leur pathologie et on a du mal après à un certain nombre d'accompagnants. Notamment, je pense concrètement aux pratiques sportives, etc. Et finalement, quand il y a un mauvais alignement de planètes, on se retrouve à avoir des situations qui sont gérées difficilement. On conseille toujours aux patients, évidemment, de consulter si l'aggravation des symptômes se produit. Et puis, là aussi, c'est un conseil qu'on donne souvent aux patients, c'est de rester informés et notamment on les envoie sur les sites des ASQA, donc des associations agréées, ou alors éventuellement on rajoute le réseau national de surveillance aérobiologique s'ils sont concernés par ces problématiques-là. En conclusion, eh bien, j'étais un petit peu vite, mais je voulais respecter absolument le temps pour ne pas mordre au-delà de 14 heures. Eh bien, en fait, comme je le disais, notre appareil respiratoire est exposé à un mélange de polluants qui a tendance à varier qualitativement, quantitativement, pour tout un tas de raisons, l'activité des sources, le climat. Il y a vraiment beaucoup de raisons pour que ça change. Donc, finalement, les cliniciens, les soignants d'une manière générale, et puis nous, les environnementalistes, finalement, quand on regarde les dégâts, que ce soit sur l'homme, sur la population animale, la population végétale ou sur les écosystèmes d'une manière générale, finalement, on est un petit peu pris au dépourvu parce que ce qui arrive sur les cibles, ce n'est jamais la même chose, pour être bien clair, et on ne connaît pas vraiment le mélange, d'autant plus que si pour les polluants phares, la toxicité est connue, de ces polluants, bien sûr, la toxicité est connue, mais c'est une toxicité individuelle. La toxicité du mélange, c'est quand même un autre challenge, c'est le challenge de tout un tas d'équipes actuellement. Alors, nous sommes exposés encore à des marqueurs de polluants, des marqueurs forts, qui dépassent les normes de l'OMS, mais je terminerai par une note quand même un peu plus positive. Malgré toutes ces limites qui sont connues du monde scientifique, ça ne nous empêche pas d'agir parce qu'encore une fois, je vous l'ai montré avec un exemple qui est assez significatif, mais il y en aurait plein d'autres. Qu'en jouant sur les sources, évidemment, on a très vite quand même des bénéfices sur la santé qui s'observent, et ça à court terme. Merci de votre attention à tous. Merci beaucoup, Damien. Je ne sais pas s'il y a questions rapides ou pas. En tout cas, moi, je voulais d'abord te remercier parce que c'était extrêmement intéressant et je retiens l'idée d'un topo sur la pollution intérieure pour 2023. Comme tu veux, je vais dire à ta disposition. Voilà, Pas de souci. voilà, ça, je retiens très clairement. J'ai une petite question. Donc, tu nous as bien montré que les particules, elles pouvaient voyager et faire le tour du monde. Et finalement, parce que ça, c'est des questions qu'on peut tous se poser, on est plus à risque finalement d'être exposé à la pollution quand il y a du vent ou pas? Parce que moi, j'avais la notion que quand il pleuvait, ça rabattait toutes les particules. Exactement. Et quid de quand il y a du vent? Est-ce que c'est justement ça diffuse encore plus ou est-ce que ça éparpille et Exactement. Alors, en fait, la météo, c'est rarement manichéen, mais quand on regarde un peu les grands phénomènes, effectivement, quand on est à un endroit donné, quand il y a du vent, on est plutôt dans une situation favorable puisqu'il a tendance à disperser les polluants. Alors, éventuellement, à les emmener chez le voisin, mais d'une manière générale, ça va faciliter ce qu'on appelle la couche de mélange. Et donc, finalement, on diminue, on est plutôt sur une situation où on diminue notre exposition. On a tendance à dire que les situations les plus embêtantes, entre guillemets, c'est les situations où les masses d'air vont stagner.
Et en gros, c'est un peu ce que je dis quand je fais avec mes étudiants, ce que je leur dis. Je leur dis, vous savez, un très, très beau jour d'été où il n'y a pas de vent, bah voilà, c'est pas forcément génial, quoi. C'est parce que le vent, effectivement, fait circuler les masses d'air et fait circuler les polluants. Ça marche. Et en deuxième question innocente, hein, tu penses qu'à un moment donné, l'Europe va se mettre au niveau de l'OMS? Ah, ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de pouvoir interroger un commissaire européen à une époque là-dessus, quand on avait eu un moment ce qu'ils appellent le pacte, enfin le PAC, pardon, pour la qualité de l'air. Et il avait été très clair parce qu'effectivement, l'Europe n'a pas du tout, enfin, elle est complètement d'accord avec l'OMS, je vais le dire comme ça. Et son objectif, c'est de se rapprocher le plus possible. Néanmoins, alors il y a des raisons qui peuvent paraître éventuellement même choquantes hein, quand on réfléchit en termes de santé publique, mais il m'a dit en gros les choses suivantes, c'est que globalement, ils vont donner cette trajectoire-là à l'Europe, mais ils ont en face à intégrer des problématiques technico-économiques. Et globalement, il m'a dit la chose suivante, je ne vais pas imposer à des pays une cible qu'ils ne sont pas capables d'avoir, parce que finalement, bah, ça va faire quoi? Ils vont mettre en gros des amendes en boucle au pays, mais ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Donc leur stratégie, c'est d'accompagner les pays vers la cible européenne, vers la cible OMS, pardon, mais bah, il y a un vrai accompagnement pour une mutation industrielle, pour les éco-gestes, enfin, ça prend du temps parce qu'ils intègrent aussi la capacité des pays à atteindre. Donc, c'est pour ça que ça peut sembler complètement en décalage, mais ça fait partie, je vais dire, de la politique européenne et compte tenu bah, voilà, des capacités techniques, financières et autres des pays à atteindre ces cibles, ils ont donné une pente plus douce pour y arriver. En gros, c'est ça l'explication. Hein. Je l'ai résumé, elle est très technico-politique en fait. Oui, parce qu'après, on pourrait se dire quand même que si on se mettait aux normes de l'OMS, en tout cas, ça pourrait faire des alertes supplémentaires pour Ah bah, plus mobiliser. Alors d'abord, sur les pics, bien sûr, les gens se protègent et s'exposent moins, mais aussi plus peut-être mobiliser encore les consciences sur l'intérêt on de… est complètement d'accord là-dessus. Hein. On est complètement d'accord là-dessus. D'ailleurs, on entend rarement on attend rarement la dichotomie OMS-UE. Hein, parce que finalement, certains, alors moi, j'aime pas cet argument, mais certains disent oui, mais l'OMS, ce sont des indications, ce ne sont pas des normes. Bon, ça, à mon avis, c'est un discours qui n'est pas valable. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Finalement, si on avait cette communication plus importante sur les normes OMS, on aurait effectivement, ça réveillerait encore plus les consciences. Bon, ça, c'est certain. Hein. Je suis complètement d'accord. Et ton exemple des JO est quand même très, très frappant. Enfin, alors, nous, on est à tout petit niveau. On avait fait une petite étude sur les exacerbations de BPCO. On a mal choisi ou bien choisi l'année, parce que c'est un peu rigolo. On avait choisi l'année 2020, donc, mais sans savoir ce qui se passé en 2020. Mais clairement, on voit franchement… on a travaillé avec Atmo qui nous a dit: ah, bah ouais, vous n'avez pas de chance, hein, parce qu'en 2020, il n'y a pas eu beaucoup de pollution. Hein. On sait pourquoi. Et c'est un peu ton effet, alors en moins fort, mais ton effet JO, quand on veut être drastique, on a un effet direct sur les valeurs mesurées, mais aussi au niveau médical. Et là, clairement, nous, les exacerbations de BPCE, il n'y en a jamais mis aussi peu que pendant cette période-là. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, tu vois, on a eu quand même un moment, un exemple un peu, pas contradictoire, mais quand on a eu le premier confinement qui était le plus dur, on a vu très clairement une chute très importante des transports. Et donc, pas d'oxyde d'azote. Vraiment, quand je dis pas, on était vraiment à des quantités très faibles. Par contre, on a eu des pics de pollution. C'était Pour à la l'autre, simple- c'était très beau. Alors, il faut se souvenir que quand le cœur du confinement, qui était au mois de mars, il a fait très beau, mais il faisait froid. Ah oui, oui. Et comme il y avait beaucoup de monde à domicile, bah, finalement, les chauffages ont tourné plein pot. Ouais. D'où Et l'intérêt en fait, de la pollution intérieure aussi. alors, il y a eu ce vrai problème de pollution intérieure, mais ça, on pourra en parler, effectivement. Il y a eu, et ça, c'est un effet collatéral un petit peu positif de la Covid, c'est qu'on a beaucoup reparlé d'air intérieur. Oui. C'était important. Mais aussi, quand il y a eu ce confinement, et encore une fois le plus dur, puisque les autres, c'était un petit peu moins complexe, mais le plus dur, où les gens étaient vraiment à domicile, ben, on a eu les chauffages et on a eu en fait un pic de pollution aux particules à cause des chauffages. D'accord.
Ouais. Parce qu'il a fait très froid. Alors, en plus, il y a eu des phénomènes climatiques sur lesquels je ne vais pas revenir, mais il faisait froid. Hein. Au tout début, c'était C'est au mois de froid mars. et C'était par froid. contre, il faisait sec de souvenirs. Voilà, tout à fait. Et on a eu ce qu'on appelle des inversions de température, bon, à cause de ça, notamment. Ouais, non, non, mais enfin, c'est passionnant. Et ce qui est dommage, c'est que c'est pas encore. Enfin, je pense que c'est pas encore. On en parle, hein, mais là, on en parle parce que les gens voient surtout le problème plus d'économie d'énergie que de Ouais. pollution. Hein. Et ça aussi, tu vois, dans les années 70, quand on a eu le choc pétrolier, on a dû faire attention à la dépense énergétique et on a calfeutré les maisons. Et on a eu donc un vrai problème de pollution de l'air intérieur. Et là, on a tout intérêt à être vigilant à l'époque où nous vivons, de ne pas reconnaître ça, en fait, ce qu'on a connu il y a 50 ans. Ouais. Quand on nous disait, alors là, c'est pour ceux qui ont connu cette époque-là, la chasse au gaspille, il y avait même une petite mascotte qui existait. On va revenir à ça concrètement. Et il ne faut pas revenir sur ces travers de calfeutrer complètement les maisons, etc. Donc, il y aura un vrai enjeu aussi de ce côté-là. Faut aérer. Puis il faut rappeler aux gens, quand c'est pollué, en plus, ça favorise la circulation des virus. C'est pas. Oui. Parce qu'il y a des belles études aussi là-dessus. Ouais. Bon, on a dépassé de 2 minutes notre temps, mais bon, c'est tellement Désolé. passionnant. Ah, il y a Shervin qui avait levé la main, donc on va laisser quand même Shervin. Non, désolé, moi je parle aussi. Shervin, si tu veux. Bonjour, merci beaucoup pour le talk qui était vraiment intéressant et très clair. Moi qui ne connais pas beaucoup de sujets, c'était super. Et j'avais une petite question purement personnelle, plus parce que je suis passionné d'automobile. Le diesel, les particules fines, est-ce que vous savez si les nouveaux diesels, c'est beaucoup plus polluant que les anciens? Ou on est très proche des moteurs essence? Ou est-ce que vous savez ou pas du tout? Non, non, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Parce qu'en fait, les véhicules doivent répondre maintenant à un certain nombre de normes qu'on appelle les normes stage, puis ils ont un numéro derrière. Alors, clairement, en ce qui concerne la combustion, en ce qui concerne le rendement, en ce qui concerne le traitement de l'air derrière, les diesels actuels sont plus performants que les anciens, clairement. Là, il n'y a pas de doute. Maintenant, c'est quand même des véhicules qui vont générer des particules assez fines, alors que je ne vous ai pas montré parce qu'on ne les mesure pas encore en routine, mais c'est des particules qui sont ultra fines et on est plutôt sur la fraction 1 micron, voire plus fin encore. Alors, ça demande vraiment une technicité particulière. Encore une fois, qu'on n'a pas en routine, on est en train de l'expérimenter dans les ASCOA. Mais donc, c'est des véhicules qui vont émettre des particules dans cette granulométrie-là. Mais non, non, c'est un fait. Techniquement, ce sont des véhicules qui sont plus performants que ceux il y a quelques années. On a fait pas mal de progrès. Et du coup, par rapport à ça, je sais que les hybrides non rechargeables, ils se rechargent avec le freinage. C'est-à-dire quand on freine, du coup, ça fait de la force motrice Ouais, tout et à du fait. coup, ça recharge le moteur hybride. Ouais. Et ma question, c'est de savoir si ça génère pas mal de particules aussi, le freinage. Donc, est-ce que Alors, c'est… Oui. ça, ouais, vous avez raison. Moi, là, pour le coup, je n'ai pas de données à vous transmettre parce que je sais, par ailleurs, je collabore avec une équipe italienne à Sienne. Et en fait, c'est leur problématique actuelle. C'est-à-dire que Sienne a une partie qui est interdite aux véhicules, sauf aux véhicules propres. Et en fait, ils sont en train de mesurer ces particules issues soit des systèmes cinétiques, comme vous dites, c'est-à-dire qu'on récupère de l'énergie au freinage, soit simplement déjà le freinage. Alors, le freinage, c'est connu pour émettre des particules, clairement. Mais tous ces nouveaux systèmes, moi, je n'ai pas encore de données objectives. Ce n'est pas mon cœur d'activité de recherche, mais je sais que ça se fait et je sais qu'il y a pas mal d'équipes qui travaillent là-dessus. Alors, dans la littérature, je pense que les données sont déjà disponibles pour un certain nombre d'équipes, mais en tout état de cause, oui, c'est des systèmes qui peuvent générer par friction des particules. Alors, le freinage, c'est sûr et certain. Et donc, on va retrouver effectivement une contribution de ces organes-là. Ouais, tout à fait. Je vous remercie. En tout cas, un grand merci à toi, Damien, pour C'était avec plaisir. passionnant. Donc, tu nous donneras le mardi de ton choix en 2023 Si pour tu la veux, il n'y a pas de souci. Et puis, j'en profite pour faire l'annonce de la prochaine conférence du dernier mardi du mois. Donc, ce sera le 25 octobre 2022.
Et c'est Youssef Beni sur la pharmacocinétique pulmonaire des anti-infectieux. On change complètement de domaine. Et puis, bon courage à tous et bon après-midi. Au revoir à tous, à bientôt. Au revoir.